Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Bretagne pour ce nouveau débat à 3 jours du second tour des élections régionales. Alors que dimanche dernier, l'abstention atteint des records historiques, c'est la dernière ligne droite pour les chefs de file des 5 listes qui pouvaient se maintenir. À mes côtés, Laetitia Cherbonnel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef de France Bleu Armorique et avec vous, nous animerons des tables rondes sur les thèmes et les enjeux phares de ce scrutin. Oui, il sera question d'énergie, d'emploi, d'agriculture et de différenciation. Et entre chaque thème, Robin Durand reprendra la main pour des interviews sans détour. Bonsoir Robin. Bonsoir Nathalie. Oui, en effet, qui sont finalement ces hommes ou ces femmes qui s'installeront prochainement dans le fauteuil de la présidence? Quelles sont leurs qualités, leurs défauts, quel style ils imposeront à la tête de la région? On va essayer de découvrir tout cela. On vous proposera 5 interviews, les yeux dans les yeux. Et conformément aux consignes du CSA, nous respecterons l'équité du temps de parole. Bienvenue donc à nos invités que nous présentons dans l'ordre choisi par la préfecture. Isabelle Le Callennec, liste ISSON-La Bretagne, liste soutenue par les Républicains. Bonsoir. Bonsoir, droite centre et régionaliste. Thierry Burlot, bonsoir. Vous êtes vice-président à l'environnement, élu avec la majorité sortante. Votre liste, Nous, la Bretagne, est soutenue par la majorité présidentielle, l'UDI et le MoDem. Loïc Chéné-Girard, vous êtes le président sortant socialiste. Vous menez une liste d'union de la gauche intitulée La Bretagne avec Loïc. Gilles Pénel, conseiller régional sortant du Rassemblement national, liste Une Bretagne forte. Claire Desmarpoirier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes encartée chez Europe Écologie Les Verts et vous menez la liste Bretagne d'avenir, une liste écologiste et régionaliste. Et nous attaquons tout de suite avec ce premier dessin de Loïc Schwartz qui nous accompagne pendant ces périodes électorales. Sur les 13 listes présentes la semaine dernière, vous restez 5 sur la ligne de départ, chacun avec vos moyens de transport. Oui, en effet, au soir du 20 juin, votre liste, Loïc Chéné-Girard, est arrivée en tête avec près de 21% des suffrages, suivi avec un peu plus de 16% de la liste que vous menez, Isabelle Le Callennec. Thierry Burlot, vous figurez en 3e position, sous la barre des 16%. Dans un mouchoir de poche, vous êtes suivi par Claire Desmarpoirier. Et enfin, en 5e position, Gilles Pénel, avec un peu plus de 14%. Vous étiez donc tous les 5 en position de vous maintenir. 2 listes pouvaient fusionner, celle de Daniel Cueff, liste sans étiquette Bretagne ma vie, et la liste de la Bretagne insoumise de Pierre-Yves Cadalin. Une seule fusion a eu lieu entre votre liste, Loïc Chéné-Girard et Daniel Cueff. Une alliance qui fait déjà des vagues, puisque c'est peu dire, il y en a beaucoup à avoir quitté le navire de Bretagne ma vie, Anne Kéméré, Olivier Rollinger, Lucie Lucas, mais aussi le directeur de campagne, François Arbelot. Est-ce que c'était un bon calcul? Parce que ces voix de Daniel Cueff sur lesquelles vous comptiez peut-être, 6,5%, ne vont peut-être pas toutes vous revenir. Ce n'est pas seulement un sujet de voix, c'est aussi une rencontre pour faire en sorte d'augmenter le projet avec des propositions qui étaient proposées par la liste Bretagne ma vie de Daniel Cueff. Et puis c'est aussi augmenter l'équipe avec de nouvelles personnalités qui rejoignent mon équipe pour proposer aux Bretonnes et aux Bretons un programme, un projet, une équipe et un candidat. Et vous n'avez pas accepté les mains tendues de Claire Desmarpoirier ou de Thierry Burlot? Nous avons échangé et j'ai considéré que nous n'arrivions pas à trouver un accord. Et à partir du moment où il n'y avait pas d'accord, trop exigeant, intransigeant, une volonté de remplacer mon projet par un autre projet, c'est pas comme ça qu'à mon sens les choses doivent s'organiser. Moi j'ai proposé aux Bretonnes et aux Bretons un projet avec constance, avec fidélité par rapport à mes valeurs, avec loyauté par rapport à ce que je suis vis-à-vis de la Bretagne. Et je comptais bien et je compte toujours mettre ce projet en action dès la semaine prochaine, une fois que les Bretonnes et les Bretons auront voté dimanche prochain. Claire Desmarpoirier, vous avez mis la barre trop? Je ne pense pas que j'ai mis la barre trop haut, je pense qu'il n'y avait pas de volonté d'accord. Mais par ailleurs, j'espère bien qu'on pense de nous que nous sommes exigeants parce que l'enjeu, quand on voit un résultat comme celui qui est sorti des urnes, c'était clairement la possibilité de construire une majorité très forte, gauche et écologiste. Une majorité forte, c'est l'outil pour faire une politique ambitieuse. Et évidemment, en tant qu'écologistes, nous souhaitions porter nos valeurs, porter nos combats aussi dans l'institution, la nécessité de changer le logiciel de la région de Bretagne, de l'adapter à la réalité du changement climatique, par exemple. Vous-même, vous n'aviez pas accepté les mains tendues de Pierre-Yves Cadalin qui voulait se rapprocher aussi avec vous de Daniel Cueff? Oui, il y a eu une discussion avec la France Insoumise, mais c'est déjà une problématique qu'on avait rencontrée avant le premier tour. Parce que, à cause des régionalistes? Alors, c'est pas à cause des régionalistes, c'est que nous ne sommes pas sur la même ligne sur cette question du fédéralisme, qui est une question centrale de notre engagement, de l'engagement de Bretagne d'avenir. Donc on savait qu'on avait des points politiques qui étaient des points durs. Et après, la proposition de Pierre-Yves Cadalin est celui de construire une majorité alternative. Or, le résultat des urnes ne donnait pas la possibilité de le faire. Et par ailleurs, le mandat qui m'était donné par les 8 organisations politiques et les citoyens et citoyennes que je représente, c'était de construire une grande alliance à gauche. Et donc, une alliance qui était dans les fondamentaux
de gauche, écologiste et fédéraliste. Et je n'avais pas le mandat pour faire ça. Et donc, on avait 8 heures de négociation. Moi, je m'en remets à celles et ceux qui m'accompagnent dans le collectif de cette aventure. Donc, j'ai respecté leurs décisions. Thierry Burlot, vous avez essayé de recoller les morceaux dimanche soir, au soir du premier tour. C'est pas facile, j'imagine, quand on a fait dissidence, quand on est parti seul avec Loïc Chénez-Girard. Écoutez, vous voyez, le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que lorsque nous avons décidé de nous rassembler centre-droit, centre-gauche, société civile, c'était pour porter sur ce projet de rassemblement. Et nous avons pensé que le président sortant pouvait nous tendre la main. Il ne l'a pas fait, c'est son choix, je le respecte. Vous l'avez un petit peu attaqué quand même, vous l'avez dit notamment qu'il était mal élu au premier tour. Enfin, oui, cette élection du premier tour, enfin, ce premier tour des élections régionales est une catastrophe pour nous tous. D'abord en termes de participation et ensuite en termes de résultats. Un taux d'abstention de 64%. Oui, non, il faut quand même qu'on soit raisonnable. Donc aujourd'hui, nous avions pensé que le rassemblement, que la Bretagne avait besoin d'être rassemblée. Que les Bretons aujourd'hui et les Bretonnes sont face à des enjeux importants et on pense que cette Bretagne a des atouts, des arguments importants, mais qu'elle ne peut pas engager cette transition dans la stigmatisation, dans le rejet. Donc aujourd'hui, je crois sincèrement, et c'est le paradoxe de la situation, c'est qu'il va appartenir aux Bretonnes et aux Bretons de choisir entre le projet de Mme Desmarre-Poirier et le nôtre. Puisque le président sortant n'a pas voulu choisir, il appartient aux Bretonnes et aux Bretons de choisir, tout simplement. Isabelle Le Callennec, au niveau départemental, que ce soit dans le Finistère, en Ille-et-Vilaine, on voit bien qu'il y a des passerelles entre la République En Marche et la droite. Pourquoi au niveau régional, ce n'est pas possible? Ils ont aussi le choix de faire le nôtre, Monsieur Burlot, et non pas le vôtre ou celui de Madame Desmarre-Poirier. Pourquoi c'est pas possible? Nous, on est restés fidèles à notre projet, à la cohérence de l'équipe. J'observe une nouvelle fois que M. Burlot, pendant 5 ans, a été dans la majorité de M. Loïc Chénez-Girard, l'a quitté 6 mois avant la fin des élections, ce qui n'est pas tout à fait du mandat, ce qui n'est pas tout à fait très correct lorsqu'on a été un vice-président. Pendant 5 mois, M. Burlot n'a eu de cesse de critiquer la majorité dont il était issu et tout ce qui avait été fait jusqu'à présent. Et depuis quelques jours, on observe effectivement une main tendue d'En Marche, clairement, vers le président sortant, Loïc Chénez-Girard. Et moi, je dis, attention, il y a un risque. Il y a un risque, vous parlez de troisième tour. Le troisième tour, pour expliquer aux téléspectateurs, c'est pas qu'ils vont revenir voter une troisième fois. C'est qu'il y aura l'élection du président quand les 83 conseillers régionaux auront été élus dimanche soir. Mais moi, je dis qu'il y a un risque nouveau d'entente des mêmes pour faire la même politique. Et nous proposons une véritable alternance efficace sur des valeurs qui sont celles du travail, de l'égalité des chances, du mérite, bref, les valeurs de la droite, du centre et du centre-droit. Gilles Pénal, oui, où sont vos réserves de voix pour ce second tour? Ils sont chez les citoyens bretons, parce que vous voyez, moi, je suis à des années-lumière de ce qu'on vient d'entendre, qu'on pourrait résumer par « je t'aime, moi non plus ». Nous, ça ne nous concerne pas. Moi, je représente la même liste, une liste cohérente, avec les mêmes noms. Il n'y a aucune ambiguïté avec En Marche. Madame Le Callennec a l'air de reprocher à M. Chénez-Girard des ententes avec En Marche, alors que dans le département, ses amis font alliance avec En Marche, que M. Muselier fait alliance avec En Marche. Nous sommes cohérents. Nous allons rassembler les Bretons qui sont nombreux à avoir déjà voté Rassemblement National et qui vont se mobiliser. D'attraper les voix aussi de Debout la France, mais pour l'instant, il n'y a pas de consigne de ce côté-là. Oui, mais il n'y a pas de consigne, mais la proximité avec ces électeurs est très grande avec nous et je leur lance encore un appel. Je lance un appel aussi à ces électeurs de droite, les Républicains, qui sont sans cesse déçus, trahis par leurs dirigeants. Madame Le Callennec termine sa campagne en nous disant partout « je suis centriste, voilà ma gloire ». Eh bien, moi, je tends la main à tous ces électeurs des Républicains, comme Florent de Kersauzon l'a fait, présent sur ma liste. Voilà les électeurs des Républicains savent où ils habitent, Monsieur Pénel, et ils seront chez nous dimanche soir. On va conclure ainsi cette première table ronde et je vous invite, Claire Desmarre-Poirier, à rejoindre Robin Durand pour une interview sans détour. Avec 36 ans, originaire du Havre, un CV long comme le bras. Vous avez une expérience dans l'humanitaire, dans la jungle de Calais, expérience comme collaboratrice du groupe écologiste à la région de Nord-Pas-de-Calais et désormais agricultrice à Six-sur-Affe, près de Redon, fournisseur officiel de tisane bio pour l'hôtel Meurice, grand hôtel reconnu, mais aussi diplômé de Sciences Po Lille. Et c'est ce qu'a voulu souligner dans son dessin Loïc Schwartz. Voici sa petite carte postale
Claire Desmarres-Poirier, pas seulement la bobo, la néonurale, mais aussi la bûcheuse, la studieuse. Votre insecte fétiche est l'abeille. Vous savez ce que symbolise l'abeille ? Oui, c'est un insecte qui a le sens du collectif, c'est une travailleuse et c'est aussi l'essence de la biodiversité qui permet la pollinisation, qui permet notre alimentation au quotidien. Effectivement, c'est un animal fétiche totem pour les écologistes. Et ça symbolise aussi l'ordre et le travail bien fait. Exactement. Vous ne laissez rien au hasard. Vous préparez votre candidature depuis 3 ans. Oh non, pas depuis 3 ans. Il se trouve que je peux vous dire quand est-ce que ça a démarré. Et il y a 2 ans, j'ai croisé Yves Cochet à la caisse de la Biocoop et il m'a dit « Engage-toi. Claire, je pense qu'il va falloir que tu réfléchisses à faire ça. » Et Vous avez un j'y suis petit allée. côté première de la classe. C'est ce qui ressort. Vous ne laissez rien au hasard. Ça va même jusqu'au choix de votre directeur de campagne. Arnaud Giraudon, banquier, créateur de Fortunéo, un peu le symbole de la Startup Nation. C'est quoi ? C'est la Startup Nation qui va arriver au conseil régional si vous êtes élu ? J'ai la chance d'avoir autour de moi des gens qui sont très compétents, des gens qui font le chemin vers l'écologie alors qu'ils n'étaient pas originaires de ces espaces. C'est le cas d'Arnaud, mais c'est le cas d'un certain nombre de mes équipes. Moi, je choisis les meilleurs. Donc voilà, je suis très heureuse qu'Arnaud soit à mes côtés. Ce ne sera pas une présidence un peu techno ? Ah non, absolument pas. Je ne suis pas une techno, en fait. Je ne suis pas une professionnelle de la politique. Bien sûr, j'ai ces bases qu'on m'a transmises, qu'on m'a enseignées à Sciences Po. J'ai l'appétit du politique. Je n'ai pas honte de faire de la politique. J'en suis très fière, surtout de la manière dont je le fais. Mais effectivement, on est sérieux, on est travailleur, on est simplement crédible dans cette tâche. Mais malgré tout, on est très proche de la réalité. La plupart des hommes et des femmes qui sont sur ma liste sont des enseignants, sont des chercheurs, sont des acteurs du monde économique, des entrepreneurs. En fait, nous avons conscience de la réalité parce que nous sommes les 2 pieds dedans et je pense que ça, c'est un outil dont la région a besoin aujourd'hui. Alors, Chivoul, il y a du fond et il y a aussi la forme, ces fameuses tresses, votre marque de fabrique. Voilà, une marque de fabrique, un peu un outil marketing pour cette campagne. Comme 2 autres personnalités d'ailleurs. Regardez, l'une est suédoise, l'autre est ukrainienne. À la tête de la région, vous serez qui ? Plutôt la militante idéaliste Greta Thunberg ou la dame de fer Lyudia Tymoshenko ? Plutôt Greta Thunberg, effectivement. Idéaliste ? Non, pas idéaliste en fait, réaliste. Ce que défend Greta Thunberg, c'est l'avenir de ces générations qui voient l'échéance du monde tel qu'il arrive, qui voient les scénarios du GIEC comme celui qui a été présenté hier et qui s'inquiètent et qui ont envie d'être responsables face à cette évidence. Et je fais partie de ces personnes qui ont envie d'être responsables et d'agir et plus seulement de parler. Vous avez déclaré en début d'année, la Bretagne a besoin d'être réconciliée. Est-ce que vous avez conscience que vous représentez pour beaucoup de Bretons une écologie radicale, clivante ? Est-ce que quand vous serez à la tête de la région, vous mettrez un peu d'eau dans votre vin ou dans votre tisane, comme vous voulez ? Je pense que c'est ce que mes adversaires disent de moi. La réalité, la manière dont je vis l'écologie au quotidien, c'est l'altérité, c'est le lien avec des gens très différents. On parlait de mon équipe de campagne, mais pendant cette campagne, j'ai rencontré plein de gens qui n'avaient jamais eu de contact avec l'espace de l'écologie et étaient séduits par cette envie d'espoir. Et au contraire, je pense qu'on a une capacité à ouvrir, à accueillir aujourd'hui dans l'espace de l'écologie, bien au-delà du militantisme sincère et qui... Alors justement, on va terminer avec une dernière affiche. Regardez, c'est l'affiche du Tour de France. Un petit clin d'œil, il y a 2 jeunes costa-américaines, Anne et Lucie Como, qui l'ont créé. Ce week-end, le Tour de France arrive en Bretagne. Il passera mardi prochain, tout près de chez vous. De chez moi. Ah oui, vraiment. Votre fils sera à l'école, je crois. Ah oui, mais je pense que pour l'occasion, tous les enfants vont être en train de regarder. Donc vous l'allez amener ? Vous allez l'amener ? Donc le Tour de France, ce n'est pas une épreuve machiste, commerciale, comme disent certains de vos alliés ? C'est une grande fête populaire, c'est un moment extraordinaire. Après, il y a des choses dans la caravane du Tour de France ou dans les jeunes filles qui servent d'hôtesses. Je veux dire, ça, on le dénonce aujourd'hui. Dans 10 ans, ce sera oublié et les gens se seront rangés à notre point de vue. Mais je pense qu'on ne peut pas soupçonner les écolos de ne pas être attachés au vélo. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, moi, présidente, je ferai tout pour que le Tour de France arrive une nouvelle fois en Bretagne ? Bien sûr. Merci. Merci beaucoup, Claire Desmarres-Poirier. Merci pour cette interview sans détour. Vous pouvez rejoindre votre place sur le plateau central du débat. Voilà pour cette première interview et nous attaquons tout de suite un premier thème de débat, un épineux dossier vieux de près de 15 ans qui se joue sur l'eau aujourd'hui même avec cette trentaine de bateaux de pêche engagés ce jeudi dans une action symbolique sur la baie de Saint-Brieuc contre le futur parc éolien. Le chantier mené par El Marine, filiale de l'espagnol Iberdrola, vient de démarrer le mois de mai. L'objectif, c'est la mise en service en 2023 de 62 éoliennes de 215 mètres de haut à 16
16 km de nos côtes. Ce parc devrait fournir en énergie 835 000 habitants. Mais sur le terrain, comme on vient de le voir, eh bien, le bras de fer se poursuit, notamment avec les pêcheurs. Et la pollution à l'huile qui a eu lieu il y a quelques jours n'a pas apaisé les tensions, loin de là. Et la parole est à Julien Tréorel, patron pêcheur à Erquy, qui vous sollicite sur ce sujet. Écoutez-le. Vous êtes tous censés savoir aujourd'hui que dans la baie de Saint-Brieuc, va y avoir un parc de 62 éoliennes. Les marins pêcheurs et de nombreux citoyens sont contre ce parc, tout simplement économiquement et socialement, qui sera destructeur. Nous n'oublions pas non plus notre ressource et nous vous demandons aujourd'hui de vous exprimer à ce sujet pour essayer de conforter un petit peu vos électeurs afin qu'ils puissent prendre la bonne décision. Thierry Burlot, un projet économiquement et socialement destructeur. Vous êtes costarmoricain, cette baie de Saint-Brieuc, elle vous est évidemment très familière. Ce projet, est-ce qu'il faut le mener à terme ? Mais bien sûr qu'il faut le mener à terme. Moi, je crois, encore une fois, il faut rappeler la fragilité énergétique de la Bretagne. On peut continuer à penser qu'on va faire avec l'énergie des autres, mais à un moment donné, ça nous rend dépendants. Oui, mais là, ce dossier qui traîne depuis des années... Moi, je vais vous dire, je regrette aujourd'hui la tension qu'il y a autour de ce projet dans la baie de Saint-Brieuc. Moi, je m'excuse, mais ce projet a été initié par le gouvernement Sarkozy, attribué par le gouvernement Fillon. Alors, à la société Non, mais moi, je pense sincèrement que la société Iberdrola s'est peut-être mal comportée ces derniers temps. Moi, j'ai rencontré les pêcheurs, j'ai rencontré M. Tréorel. On a parlé d'un certain nombre de choses. Moi, ce que je regrette, c'est que finalement, il n'y ait pas eu, à un moment donné, de la médiation pour permettre à ce projet qui avait été, je vous le rappelle, accepté sur le lieu d'implantation par Jean-Yves Le Drian à l'époque. Accepté. Et je ne comprends pas comment, au bout de 13 années d'enquête, de procédure, on en arrive là aujourd'hui. Moi, je le regrette. Loïc Chenet-Girard, est-ce qu'il y a eu des contreparties promises par Iberdrola sur l'implantation de ce parc éolien ? C'était une filière EMR en Bretagne. Lorsque, effectivement, dans les années 2010, après la crise de 2008, Nicolas Sarkozy avait annoncé une ambition pour toute la France. Et la Bretagne avait pris rang avec des travaux importants à Brest, avec le pôle d'air de Brest pour installer les industries, et avec ce premier champ qui a été négocié, comme ça vient d'être dit, négocié par toutes les parties, y compris les pêcheurs. Et M. Coudray, à l'époque, candidat sur la liste d'Isabelle Le Callennec, a signé le contrat pour dire c'est là que ça doit être et pas ailleurs. Et effectivement, on paye une chose, c'est qu'il y a 10 ans qui sont passés et qu'en 10 années, il y a des choses qui ont bougé, il y a des angoisses qui sont nées, il y a le Brexit qui est arrivé et je comprends les angoisses des marins pêcheurs. Mais est-ce qu'il faut remettre en cause le projet alors ? Pardon ? Est-ce qu'il faut remettre en cause le projet ? Non, je pense qu'il faut continuer ce projet, il faut le réussir ce projet, mais il faut le réussir avec tout le monde et avec les marins pêcheurs. Il y a des contreparties qui ont été négociées, il y a des indemnités qui ont été négociées et il y a la volonté de garder la pêche, bien entendu. Nous devons garder la pêche, mais nous devons aussi développer des énergies renouvelables. C'est indispensable pour l'avenir de notre société. Claire Desmarres-Poirier, on le voit, ce projet fait vraiment débat. Est-ce que, d'après vous, il faut le mener coûte que coûte ? Parce que vous dites que vous promettez 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050, mais on le voit sur le terrain, ça cristallise quand même les oppositions. Est-ce qu'il faut y aller malgré tout ? Alors, là, il faut mener ce projet à son terme, c'est certain. Après, concernant la pollution qui a eu lieu sur le démarrage du chantier, il faut absolument... C'est une pollution industrielle, donc il faut absolument que cette situation-là soit gérée. Ce chantier, il doit se mener dans les meilleures conditions possibles et dans des conditions de sécurité en termes à la fois pour les personnes qui travaillent, mais aussi pour l'environnement. Ça, il n'y a pas de... Enfin voilà, les écologistes se battent contre toutes les formes de pollution. Mais par contre, je pense effectivement qu'on doit avoir des ambitions, des vraies ambitions pour l'autonomie énergétique de la région. J'entends qu'il y a des contestations. La population à dos, si on fait plus d'éoliennes, j'entends qu'il y a des contestations. En l'occurrence, effectivement, les pêcheurs étaient d'accord. Aujourd'hui, ils ne le sont plus. Il y a un problème de concertation. Il faut remettre cette question sur l'espace public et il faut qu'on gère cette question-là. Mais je vois aussi qu'on a des initiatives dans les territoires avec des citoyennes et des citoyens qui mettent leur épargne personnelle dans des projets ambitieux, à la fois des projets éoliens, des projets d'énergie solaire. On a vraiment un enthousiasme dans cet espace-là. Je pense que ça n'est pas aussi simple que ce qui est raconté aujourd'hui ou ce que M. Penel veut bien caricaturer à tort et à travers. Je pense qu'aujourd'hui, on a un enjeu très fort. Il n'y a pas d'alternative réelle pour le changement climatique.
et l'autonomie énergétique. Isabelle Le Callennec, vous dites favorable à l'éolien, mais vous soutenez les opposants à ce projet, c'est contradictoire. Non seulement je soutiens les opposants à ce projet, mais comme vient de le rappeler Loïc Chenet-Girard, j'ai proposé, il l'a accepté, à Alain Coudray, qui est le président du comité des pêches et que je salue, d'être sur ma liste. Pourquoi ? Mais il n'y a pas une Parce que manifestement, non, c'est ce qui vient d'être dit, c'est un projet qui date, sur lequel il y avait un certain consensus lorsqu'il a été décidé, et en effet, la concertation a abouti à cela, ce qu'on voit, les images qui sont terribles. Moi, j'observe que dans ce dossier-là, on atteint la biodiversité et je suis étonnée que les écologistes ne trouvent rien à redire à ce projet-là, y compris la ministre de l'écologie. On attaque la ressource halieutique des pêcheurs, c'est 300 marins pêcheurs, c'est de la pêche artisanale au plus mauvais moment, puisque c'est un hot stop de la pêche à la coquille Saint-Jacques. Donc franchement, moi je dis que c'est de nouveau un échec de la méthode. Donc oui, je suis contre. Mais vous ne voulez pas les éoliennes. Oui, je suis contre. Je sais qu'on aura des tas de projets comme ceux-là dans les années qui viennent. Votre démarche, en effet, il faudra du courage. Parce que tous les projets vont faire l'objet d'opposition. Moi, je dis qu'il faut regarder les projets un par un. Et comme vous l'avez dit très bien, ce projet a été accepté il y a quelques années. Ça veut dire qu'il y a eu quelque part absence de concertation, absence de discussion. Lorsque vous écoutez les pêcheurs, ils vous disent qu'ils n'ont jamais eu le même interlocuteur. Ils ont eu le sentiment d'avoir été totalement méprisés. Et aujourd'hui encore, ils demandent à la ministre de venir sur place, ils demandent des réponses à leurs questions, ils demandent des études d'impact sérieuses. Et la preuve qu'il n'y a pas eu d'études d'impact, c'est que l'Aeolus qui vient et qui est cette forêt n'y arrive pas. Ça veut dire que dans tous les projets, s'il n'y a pas d'études d'impact en amont, on obtiendra ces résultats-là. Et les problèmes qu'elle rencontre. Au Rassemblement national, notre position est extrêmement claire. Il faut stopper ce chantier. C'est un scandale écologique. C'est un scandale écologique qui détruit des paysages, qui détruit des fonds marins. C'est un scandale économique parce qu'il porte atteinte à nos pêcheurs. Florent de Kersauzon, qui est du Rassemblement national, est cet après-midi avec les pêcheurs à Erquy pour les soutenir. C'est aussi un scandale financier, je voudrais bien insister là-dessus. Parce qu'on nous parle d'indépendance énergétique, mais qui va profiter de ce parc éolien s'il est fait ? C'est une multinationale espagnole, Iberdrola, qui va nous vendre l'électricité produite 3 fois plus cher, 3 fois et demi plus cher que l'électricité que nous produisons en France. Que fait-on pour réduire la dépendance énergétique de la Bretagne ? Certainement pas avec ce genre de projet. Je profite de l'occasion pour dire que nous sommes aussi opposés à l'éolien terrestre, qui massacre nos campagnes, qui porte atteinte à la biodiversité, aux oiseaux. Moi, je m'étonne, par exemple, que Europe Écologie Les Verts soutient les éoliennes, alors que la Ligue de protection des oiseaux nous dit que c'est un véritable carnage sur les oiseaux. Et puis, je pense à tous nos ruraux qui vont voir leurs biens dévalorisés à cause de ces monstres d'acier. Alors, il faut une autre politique énergétique. Moi, je propose qu'on modernise le parc nucléaire français, pas en Bretagne, mais il est suffisant pour demain nous produire une énergie décarbonée, qu'on fasse des économies d'énergie, mais une opposition totale, résolue et complète à ces monstres d'acier en baie de Saint-Brieuc. Loïc Chenet-Girard, vous avez l'air d'être totalement opposé au propos. Non, mais je trouve qu'il y a de la démagogie. On ne peut pas dire on veut un pôle d'air, on veut développer l'industrie, on veut que les emplois viennent chez nous, on veut que les industriels disent oui, en Bretagne, il y a des compétences, et puis en même temps, on ne veut pas des éoliennes, et en même temps, on ne veut pas qu'elles viennent au large de Saint-Brieuc. Il faut continuer à travailler avec les marins pêcheurs, il faut les respecter, il faut les rassurer. Il faut leur dire que nous aurons, comme en mer du Nord, des éoliennes et la pêche. Michel Barnier est venu le dire lui-même. Utiliser encore une fois les angoisses pour faire de la politique, ça ne ressemble pas à la Bretagne. Oui, mais ils manifestent encore cet après-midi, ils sont totalement opposés régulièrement. Thierry Burlot, vous dites qu'il faut du courage sur ce dossier, ça veut dire quoi ? Madame Le Callennec vient de nous dire qu'elle était pour les énergies renouvelables et qu'il fallait du courage. J'attends son courage. J'attends le courage qu'elle devrait avoir. Demain, je suis présidente de la région. Je voudrais on stoppe ce projet. On va rencontrer la ministre de l'écologie, puisque ça a été dit. On me pose une question. Jamais on n'aura autant dépensé parce qu'on a promis un rachat de l'électricité à un coût faramineux qu'on n'a jamais vu ailleurs. Un coût qui n'a pas été dévoilé par ailleurs. Encore une fois, il y a d'autres moyens. Quand on parle d'énergie, tout le monde dit qu'il faut l'indépendance énergétique de la Bretagne. On en est très loin. Moi, ce que je crois, et j'ai rencontré cet après-midi même des étudiants à Redon,
qui travaille sur toute cette question des énergies renouvelables. Je les ai trouvés très intéressants et très pertinents. Il disait, essayons déjà l'économie circulaire. Essayons déjà chaque... c'est pas un autre sujet. C'est pas un autre sujet. L'indépendance énergétique des exploitations, l'indépendance énergétique de nos industries, l'indépendance énergétique au niveau de la pêche, tout ça c'est possible. Donc il faut arrêter de faire croire qu'il n'y a qu'une voie. Et en tous les cas, moi je dis, et je le répète, ce projet-là ne se fera pas si c'est nous. Vous avez juste un mot en 10 secondes? Ben non, vous me posez une question, elle répond. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut partir aussi. Hein. Pendant toute la campagne, on peut partir aussi, c'est pas possible ça. Vous me posez une question, elle répond. Enfin, c'est incroyable. Donc, le courage. Non, attendez. Le courage, attendez, c'est elle qui répond. Vous me posez une question. Est-ce que vous la mettez en cause? Mais non, mais attendez. On vous écoute. Vous me posez une question. C'est Madame Le Callennec qui répond. C'est systématiquement comme ça. C'est insupportable. On vous écoute avant Madame de passer à l'interview. Je rappelle que ce projet a été porté par le gouvernement Sarkozy. Mais vous l'avez dit. Que l'attribution... attendez. Et vous avez dit les uns et les autres qu'il était accepté au départ. Bon, alors, il était on ne va pas accepté vous au départ. réconcilier sur ce sujet. Je vais inviter Monsieur Gilles Pénel à rejoindre Robin Durand pour une interview sans détour. C'est insupportable. Bonjour Gilles Pénel. Bonjour. 58 ans d'origine normande, arrivé en Bretagne dans les années 90, professeur d'histoire géo de métier et de toutes les batailles électorales depuis 2013. Vous êtes aujourd'hui le coordinateur des fédérations au sein du Rassemblement national. Et voici donc le dessin de Loïc Schwartz vous concernant, allusion à votre personnage préféré de l'histoire de France, Napoléon, tel l'empereur sur l'île Sainte-Hélène. On vous voit seul sur un rocher, seul au monde. Est-ce que ce ne sera pas votre problème finalement si vous êtes élu président? Attendez, je pose ma question. Non, est-ce que vous ne serez pas, finalement, ce ne sera pas votre handicap si vous êtes élu à la présidence de la région? Pas de réseau, pas d'élus sur le territoire, pas d'élus locaux. Est-ce que ce n'est pas un handicap aujourd'hui? Alors Napoléon, c'est le personnage préféré des Français aujourd'hui. Vous voyez, je le rappelle, même si le gouvernement n'a pas voulu le célébrer. Donc oui, j'ai un attachement pour Napoléon qui incarne pour moi la grandeur, la puissance de la France. À la tête de la présidence. Alors on n'est pas seul parce que je serai avec les Bretons. Loin des magouilles électorales, loin des alliances de circonstances. Je t'aime, moi non plus, je recommence une alliance. Mais avoir des remontées de terrain avec les élus locaux, avoir des associations qui travaillent sur des projets, c'est important. Mais on construit un projet avec la population, avec les citoyens, avec les Bretons qui vont se mobiliser pour moi dimanche 27. On va écouter à présent une petite illustration sonore. Écoutez bien. C'est la sonnerie de mon portable. Exactement. La musique des Tontons Flingueurs, votre film culte? Oui, c'est un film culte. Oui. Ouais. Vous flinguez à tout va sur les réseaux sociaux. Si, ça décanille sur les réseaux sociaux. Est-ce que votre style justement à la présidence, est-ce que ce sera comme ça, abrupt, un peu brutal? Pas du tout. Je vous rappelle que Les Tontons Flingueurs, c'est avant tout un grand film d'humour, un grand film pour faire rire. Donc on va rire au Conseil régional? Oui, on va rire, parce que je trouve que c'est important de rire aussi en politique. Je ne flingue pas mes adversaires, je combats leur politique lorsqu'elle fait du mal à mes concitoyens. Vous avez le verbe haut quand même. Il y aura de l'animation dans les débats au sein de l'hémicycle. Ça va nous changer du robinet d'eau tiède de la plupart de mes concurrents. Au moins, peut-être, les citoyens vont s'intéresser au Conseil régional, enfin, quand je serai président. Vous aimez la castagne électorale, vous aimez le combat électoral. On voit que vous aimez ça. Est-ce que vous n'allez pas vous ennuyer à la tête d'une région? À gérer une administration, à gérer une collectivité locale? Je ne vais pas m'ennuyer parce que déjà, je ne m'ennuie jamais. J'ai tellement de passion et ça sera forcément une grande passion de servir la Bretagne, de servir les Bretons pour leur prospérité, leur tranquillité, leur sécurité. On voudrait en savoir un peu plus sur votre style, justement, si vous occupez le fauteuil de la présidence. Est-ce que pour vous, compromis veut dire compromission? Non, le compromis est indispensable. Moi, je suis prêt à écouter ce que disent les autres. D'ailleurs, je les écoute. Et il y a parfois de bonnes idées chez les autres. Et il faut effectivement faire des compromis à partir du moment où c'est dans l'intérêt de la population. Par exemple, aujourd'hui, le président de la Commission des Finances ne fait pas partie du bord politique du président. Vous pourriez offrir aussi une présidence de commission à... Oui, alors vous parlez de M. Marbeuf, qui est un coucou centriste. Vous savez, les coucous, c'est ceux qui font leurs œufs dans les nids des autres. Alors, je ne suis pas tellement comme ça, même si je connais très bien Bernard Marbeuf, tout le monde le sait. Non, parce que Bernard Marbeuf n'a rien dirigé à la Commission des Finances. C'est une commission centrale qui doit être liée à l'exécutif. Un des vôtres qui sera la présidente de la Bien évidemment. Un éclaircissement sur les propositions que vous faites en matière de sécurité. Vous dites, je soumettrai tout partenariat avec les associations au respect d'une charte des valeurs républicaines. C'est-à-dire Je pense que le Rassemblement national est devenu aujourd'hui le dernier parti républicain. C'est-à-dire que nous ne voulons pas subventionner, comme l'a fait Loïc Chéné-Girard, voté par les élus de la droite et du centre, des associations politisées, soutenant l'immigration. Anti-républicaines ? Oui.
Oui, anti-républicaine. Donc effectivement, il faudra avoir une charte d'adhésion à la République, à ses valeurs, à la laïcité par exemple, pour pouvoir avoir de l'argent public. Vous étiez dans une autre vie professeur d'histoire-géographie, je vous l'ai dit en vous présentant, très apprécié des élèves et des familles, parce que aussi très investi dans le suivi des classes. Pourquoi vous avez abandonné ce si beau métier ? Oui, c'est un si beau métier et j'en parle avec un peu d'émotion. C'est un des regrets que j'ai dans ma vie politique, c'est d'avoir quitté ce si beau métier. J'ai la nostalgie de ce métier, j'ai la nostalgie de mes élèves, de mes voyages à Rome. Vous êtes en mission en politique ? Ben non, parce que j'ai fait un choix. Je me suis dit que la situation était tellement mauvaise, la situation de mon pays, celui que j'aime, était tellement mauvaise qu'il fallait que je m'engage encore plus. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai toujours un petit jardin secret, mes livres d'histoire, que je lis le plus souvent possible. Mais est-ce que finalement on n'est pas plus utile en enseignant à des jeunes ? Non, je pense qu'il y a un moment, il faut s'engager en politique. Parce que quand j'étais professeur, tout le monde l'a dit et tout le monde le vérifie, je n'ai jamais fait de politique en classe. Ça a été ma force et mon honneur. Mais je pense qu'il faut porter le message sur le terrain politique. C'est pourquoi j'ai fait ce choix. Le gong a retenti. Parfait, vous êtes précis. Merci beaucoup, Gilles Pénel. Vous pouvez rejoindre votre place sur le plateau central. Et le temps d'aborder pour nous un second thème qui s'est clairement imposé dans cette campagne, l'avenir du modèle agricole breton. À ce sujet, je vous propose d'écouter la question de Gwenvael Delanoë, journaliste, cofondateur de l'ONG bretonne d'investigation Splum, qui a dévoilé il y a 10 jours une enquête sur la pollution de l'air de la région à l'ammoniac. La Bretagne est la première région émettrice d'ammoniac en France, donc c'est un gaz qui est issu surtout de l'élevage intensif et qui pose problème pour l'environnement et pour la santé. Et la région, sous la présidence de Loïc Chenet-Girard et de Thierry Burlot, est devenue actionnaire de groupes agro-industriels comme Eureden, à hauteur de plusieurs millions d'euros, des groupes qui contribuent fortement aux émissions d'ammoniac justement. Et on a montré aussi que certains gros élevages intensifs qui émettent beaucoup d'ammoniac sont aussi fortement subventionnés. Et donc là, dans le cadre du plan FEDER-FSE, donc pour faire simple, c'est des fonds européens que la région distribue, eh bien, l'autorité environnementale recommande à la région de mettre en place un critère d'éco-conditionnalité. En gros, c'est une garantie pour ne pas subventionner des projets qui s'avéraient trop polluants, ammoniac ou tout le reste. Et là, on voit que c'est vraiment important. Il y a le rapport du GIEC qui est alarmant sur les prochaines années et qui dit clairement qu'il faut changer de mode de vie et de mode de consommation et de production. Donc la question est simple, que ferez-vous pour éviter de financer des pollueurs ? Gwenvael Delanoë évoque donc Eureden, un poids lourd de l'agroalimentaire breton, né du mariage l'an dernier de Triskalia et de Dossi, la région qui est au capital de Dossi à hauteur de 5 millions d'euros depuis 2019. Thierry Burlot, rentrer au capital de ce type de structure, est-ce légitime pour vous ? Écoutez, je crois que cette décision était une décision pour protéger les entreprises bretonnes. En tout cas, moi, ce que je voudrais dire sur ces sujets de l'agriculture et de l'agroalimentaire. C'est vrai que ça a permis à la Bretagne de sortir de la pauvreté après-guerre. On a eu un modèle intensif qui s'est beaucoup développé ces dernières années et qui est en train de régresser aujourd'hui. Je pense que l'agriculture et les agriculteurs bretons ont bien compris que l'avenir de leur production passait par sans doute moins de production, plus de qualité, plus de traçabilité, plus de sécurité alimentaire. Alors, il va donc falloir trouver le point d'équilibre pour régler les questions de l'eau, de la biodiversité, de l'économie décarbonée et de la qualité de l'air, comme ça a été précisé là. Et je crois sincèrement qu'aujourd'hui, on peut faire de la ferme bretonne, qui n'est pas une ferme usine, comme certains veulent bien le dire, de la ferme bretonne, une ferme d'excellence. Et c'est notre projet pour la Bretagne. Loïc Chenet-Girard, quand la région rentre au capital d'entreprises comme celle-là, est-ce que vous fixez des conditions et lesquelles ? Bien entendu. D'abord, je veux dire que lorsque l'hémicycle du Conseil régional a voté cette entrée au capital de Dossi, c'était pour éviter un raid financier sur Dossi. Et tout l'hémicycle a voté. Parce que nous voulions garder Dossi en Bretagne et pas voir des financiers prendre la main sur cette coopérative. Après, il y a d'autres exemples. On peut citer l'exemple de la SICA, par exemple, 10 millions d'euros apportés par la région. Alors, même chose, les 10 millions sur la SICA, l'argent qu'on a mis sur Dossi, dans tous les cas, c'est pour protéger l'emploi en Bretagne et mettre des conditions. Dans un cas, des conditions sur Dossi, sur la réduction des intrants, la réduction des pesticides, le travail qu'ils font avec leurs agriculteurs pour de l'agriculture qui permet
d'intégrer tous les enjeux du développement durable. Et concernant la SICA, même sujet, et en plus la réduction carbone, et en plus le sujet d'installation des jeunes et la capacité de faire en sorte que nos jeunes, y compris sur des fermes de 3 hectares en maraîchage bio, puissent vendre leurs produits soit en circuit court, soit effectivement à travers leur coopérative. Et c'est important. La plateforme dont on parle, c'est pour envoyer des produits à Rungis. On n'est pas dans le circuit court. Mais la Bretagne nourrit en partie Paris. Et j'en suis fier. La région Bretagne a une vocation qui est de participer à l'alimentation de la France. Il faut développer tout ce qu'on peut, les circuits courts. Il faut développer tout ce que l'on peut pour faire en sorte que nos agriculteurs continuent à s'installer. Il en faut au moins 1000 par an qui s'installent dans les années qui viennent. C'est indispensable dans tous les types de filières. Et il faut faire en sorte que, pour ce qui concerne les circuits longs, ce qui permet de nourrir essentiellement Paris, on continue le travail de transition écologique parce que tout le monde en a besoin. Et il n'y a pas d'avenir sur cette Bretagne si on n'assume pas cette transition écologique. L'autre modèle, ce serait d'écrouler le système agroalimentaire breton pour dire on garde que les circuits courts. Mais ça ne marche pas. Il faut les deux. Il faut les deux et les deux performants. Tout doit être bon, tout doit être de qualité, tout doit être accessible. Claire Desmarres-Poirier, vous, à la tête de la région, vous continuez à financer ces groupes agroalimentaires? Clairement pas de la même manière. Comme propose... Clairement pas de la même manière. Aujourd'hui, on a besoin d'éco-conditionnalité, mais de vraies éco-conditionnalité. Et vérifiable. Oui, vous les vérifiez dans quelques semaines. Est-ce que vous avez on voit tous les rapports qui Avez-vous les moyens de contrôle? Oui, il y a un rapport annuel qui est transmis et j'ai demandé à ce qu'il soit validé par un organisme certifié sur le carbone, sur les pesticides, sur l'eau et sur la qualité de l'emploi. Moi, ce que je constate, c'est des millions d'euros. Moi, ce que je constate, c'est des millions d'euros qui vont pour un modèle qui est dépassé. Ce que je constate, c'est que vous financez encore. Ce que je constate, c'est que vous financez encore des poulaillers industriels, que vous financez des méthaniseurs. Vous voulez du poulet qui vient d'Ukraine, madame? Mais aujourd'hui, absolument pas. Personnes âgées, personnes âgées dans les EHPAD, on leur donne quoi aujourd'hui? Vous le savez? Du poulet qui vient de Pologne. Eh bien, Pologne ou Ukraine. 1 million de mètres carrés en moyenne les fermes là-bas. 1 million de mètres carrés. On fait des fermes de 5000 mètres carrés. Donc, à un moment donné, soyons raisonnables. Donc, oui, il faut faire muter les modèles. Vous allez continuer à financer des poulaillers industriels. Je vous dis que le modèle que vous prenez, prônez, madame, c'est l'importation de poulet d'Ukraine ou d'eau. Le modèle que je prône, c'est un modèle d'une agriculture qui crée de l'emploi, qui crée de la valeur ajoutée, qui est capable d'augmenter chaque année. Mais bien sûr. Pas du tout. Mais qu'est-ce que vous dites aux ouvriers? Qu'est-ce que vous dites aux salariés? Qu'est-ce que vous dites aux agriculteurs? On doit les accompagner. Je suis d'accord avec vous sur un point, il faut développer le circuit court et l'installation de jeunes en circuit court le maximum. Non. Mais tous les autres agriculteurs sont dignes aussi. Vous dites que vous êtes d'accord avec moi, je ne dis pas qu'il faut seulement... S'il vous plaît, monsieur Pennet, vous aussi. Alors moi, je pense que le reportage qu'on a vu tout à l'heure, probablement un ami de Madame Poirier, est caricatural. Parce que l'agriculture bretonne, ça n'est pas cela. On nous parle de fermes-usines, on nous parle de ces unités gigantesques, alors que l'agriculture bretonne, ça n'est pas cela. C'est une caricature, madame, vous le savez bien. L'agriculture bretonne, c'est des petites exploitations. Ce sont des petites exploitations familiales. Mais moi, je partage avec monsieur Chéné-Girard quelque chose qu'il vient de dire. Oui, derrière cet agroalimentaire breton, il y a des milliers d'emplois. Alors ces emplois, ce sont souvent des ouvriers. Moi, je vais vous raconter quelque chose. J'étais à 4 h du matin à l'embauche de l'usine de l'abattoir de Josselin. J'ai vu des femmes, vous savez ce que M. Macron disait qu'elles étaient illettrées sans permis. J'ai vu des femmes qui laissent leurs enfants très tôt à la crèche pour aller gagner un petit salaire. C'est ces gens-là que vous voulez menacer. Alors moi, je suis très attaché à ce modèle breton qui est en pleine évolution. Il est en train de changer. Vous voyez, demain, je serai dans les Côtes-d'Armor, dans une exploitation où on élève des cochons. C'était que financez-vous? Des cochons sur paille. Vous voyez, je vais aller voir ça. C'est-à-dire que c'est fini les caillebotis, nos éleveurs sont en train de faire cette transition. Arrêtons de les stigmatiser. Vous, votre politique, c'est la mort de l'agriculture bretonne. C'est la mort de la ruralité. C'est la mort de l'emploi. Et continuez de constater les plans sociaux dans l'agroalimentaire, j'ai voté au Conseil régional, effectivement, pour répondre à votre question, madame, j'ai voté l'introduction de l'argent pour Dossi, parce que effectivement, ce sont des groupes dont nous avons absolument besoin, car sinon, le modèle de Madame Poirier, c'est d'importer de la viande d'Amérique du Sud et qui ne sera absolument pas de qualité. Isabelle Le Quennec, vous à la tête de la région, quel projet moins pollueur? Moi, j'estime que la région Bretagne doit rester une grande région agricole et de l'agroalimentaire, la première de France. Aujourd'hui, on doit soutenir les agriculteurs dans l'évolution de leurs pratiques. Ils le demandent. Nous devons soutenir l'installation des jeunes agriculteurs parce qu'il y a des départs à la retraite et des jeunes agriculteurs d'ailleurs qui ont des exploitations qui ont tendance à grossir et dont il faut effectivement s'occuper. Moi, je souhaite que les centres de décision restent en Bretagne.
Et j'espère qu'on est nombreux autour de la table à le souhaiter. On parlera tout à l'heure de différenciation. Voilà. Ça, clairement, pour moi, c'est important. Mais moi, j'ai une question, parce que là, c'est vraiment un sujet, moi, je l'ai vu pendant toute la campagne, qui est clivant entre nous. On n'a pas la même idée de cette agriculture. Moi, je souhaite que ce soit la polyculture élevage et je souhaite que toujours on soit capable de produire, c'est le cas, une alimentation tracée de qualité. Alors, dont on est fier. Contre la régionalisation de la PAC, Oui, je suis contre la régionalisation de la PAC. Pourquoi? Parce que précisément, et c'est un vrai sujet, et ça a été dit, on a des fonds européens. Et il y a cette nécessité de l'éco-conditionnalité. Eh bien, en fonction de qui sera demain président ou présidente de région, le curseur ne sera certainement pas mis au même endroit. Et j'ai une question à poser, si je peux me permettre, à M. Loïc Chenet-Girard. Très brièvement, M. Coeuf l'a rejoint, il fusionne. Les agriculteurs aujourd'hui se posent la question de savoir quelle a été la contrepartie exigée par M. Coeuf en matière d'agriculture et d'agroalimentaire pour accepter de fusionner avec vous. Sur l'agriculture, c'est clair, c'est garder effectivement un modèle de polyculture élevage, limiter l'extension des fermes. Et moi, j'avais proposé le plafonnement de la PAC par actif sur les exploitations pour cela. Et je pense bien qu'il faudra y arriver un jour. Et puis faire en sorte effectivement de transformer l'ensemble de l'agriculture pour faire en sorte d'intégrer la limitation de la planète. Faire en sorte que l'environnement soit à chaque jour respecté. Et sur les pesticides, par exemple, faire en sorte qu'on accompagne par la recherche nos agriculteurs pour trouver des solutions alternatives. Bureau, et ça va prendre un certain temps, mais il faut y travailler tous les jours. Très rapidement. Moi, je crois aujourd'hui, donc moi je suis profondément pour la régionalisation de la politique agricole commune, parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut aider les agriculteurs à engager ces transitions. Non pas contre l'économie de leurs exploitations, mais pour justement leur apporter un revenu supplémentaire. Et plus l'agriculture va entrer dans une logique de préservation de l'eau, du carbone, de la biodiversité, mieux ça sera. Mieux ça sera pour eux, mieux ça sera pour nous, mieux ça sera pour le bien commun. Je crois qu'aujourd'hui... Attendez, ils n'en veulent pas de cette régionalisation. Mais si, bien sûr. Ils n'en veulent pas de cette régionalisation. Non, on va s'arrêter là. On conclut sur ce dossier parce que ce thème, on le sait, vous oppose les uns les autres. Et je vous invite, Isabelle Le Callennec, à rejoindre Romain Durand pour une interview sans détour. Bonjour Isabelle Le Callennec. Bonjour. 54 ans, native de Nantes. Vous avez grandi dans le quartier de Maurepas, à Rennes, école de commerce, école de communication et maire de Vitré depuis l'année dernière. Vitré, c'est votre fief politique que vous citez souvent en exemple. On va découvrir le dessin de Loïc Schwartz. Attention. Isabelle la catholique. Évidemment, une allusion à Isabelle de Castille, qui régna sur l'Espagne au XVe siècle. Référence aussi à cette étiquette qui vous colle à la peau. Étiquette que vous avez tenté de gommer sur votre page Wikipédia durant la campagne. Est-ce que vous l'assumez, cette étiquette, voilà, cette proximité avec les milieux conservateurs, on va dire, Sens commun et la manif pour tous? On dit qu'il faut conserver ce qui vaut et transformer ce qu'il faut. Donc j'ai été, j'estime, caricaturée par certains qui pensent que parce qu'on vous dit que vous êtes conservateur, c'est négatif. Donc vous assumez cette proximité? Mais j'assume, tous les gens qui me connaissent pourront vous le dire, je ne suis pas la caricature qu'on a essayé d'imprimer dès le début de la campagne, de façon assez discourtoise d'ailleurs. Je sais d'où viennent les coups, je les trouve bas, mais c'est ça la politique, il faut assumer. J'en ai pris et vous savez, j'ai le dos solide depuis quelques années. Alors en début de semaine, dans la presse, vous avez déclaré « Je suis centriste ». Je vais vous montrer une photo. Qui se présente finalement devant les électeurs? Est-ce que c'est celle qui était proche de Pierre Ménuri dans les années 90 ou celle qui fut dans le premier cercle de soutien de François Fillon en 2017? Les deux. J'ai travaillé auprès de Pierre Ménuri. C'est pas pareil, entre le centrisme modéré et la droite décomplexée, c'est pas la même chose. Pendant 19 ans, j'ai travaillé auprès de Pierre Ménuri. Donc vous êtes dans le en même temps. À Vitré. Vous êtes dans le en même temps. Et j'ai en effet soutenu François Fillon, dont je rappelle qu'il a fait 380 000 voix ici en Bretagne, est arrivé dans un mouchoir de poche avec M. aujourd'hui, parce que Pierre Ménuri soutient Thierry Borloo. Oh, il faut lui reposer la question. On lui reposera la question. Je l'ai eu cette semaine au téléphone et il commence à admettre l'idée que le grand rassemblement du centre droit au centre gauche, ça ne marchera pas parce que c'est dû en même temps. On lui posera la question. Vous êtes une grande sportive, vous aimez la compétition, squash, basket. Et pour vous d'ailleurs, l'action politique doit être infusée par la culture de résultat. Bien sûr. On aura qui à la tête de la région? Une manageuse,
une cost killer qui ira à la chasse au gaspillage et qui va essayer de réorganiser tous les services? Du tout, on aura quelqu'un qui a compris les messages qui ont été envoyés durant toute la campagne par les Bretonnes et les Bretons que j'ai rencontrés. On aura quelqu'un, si les Bretonnes et les Bretons nous font confiance, qui sera effectivement dans la recherche de l'efficacité. Les défis sont majeurs à relever, défis démographiques, défis économiques, défis sociaux, défis écologiques. Mais il y aura ce qu'on aura dit pendant la campagne, parce que moi, je n'ai pas pris d'engagement que je ne tiendrai pas, puisqu'on voit bien que les politiques qui exagèrent sur la démagogie ou qui sont à côté en fait, des problématiques des gens déplaisent et détournent les électeurs des urnes. Alors, donc je serai moi-même. J'ai un projet, j'ai une équipe et on sait pertinemment ce qu'on fera puisqu'en plus on sera opérationnel. On a des repères quand même. Il y a aujourd'hui 3 présidents de droite à la tête de régions françaises. Quel style vous serez-vous? Plutôt la présidence gestionnaire de Valérie Pécresse, la présidence de droite clivante de Laurent Wauquiez ou la présidence de droite volontariste de Xavier Bertrand? Mais je serai Isabelle Le Callennec et les gens me connaissent. Ils vous inspirent ces 3 présidents? Je suis aujourd'hui maire de Vitré. Vous avez vu leur bilan? Vous avez vu leur action, leur bilan? Moi j'observe que sur des questions qui sont fondamentales comme la sécurité, comme l'emploi, comme la transition énergétique, comme l'industrie, ces 3-là en particulier ont obtenu des résultats. Et c'est sans doute ce qui explique d'abord leur forte notoriété, ils ont tous été ministres, et leurs bons résultats aux élections. Je leur souhaite d'être élus tous les 3. Ce sera d'ailleurs plus facile si je suis demain la présidente de la région pour aller négocier, pour aller travailler, pour aller faire du lobbying aussi à Paris sur ce que les régions demandent, c'est-à-dire davantage de moyens pour obtenir davantage de résultats. Allez, il nous reste 30 secondes. Vous êtes une grande compétitrice. Vous avez donc intégré la possibilité d'une défaite. Qu'est-ce qui se passera si vous êtes battu dimanche soir? Vous vous releverez et allez vers d'autres challenges, par exemple une législative à Vitré l'année prochaine? J'ai dit que je jouais la gagne et ceux qui sont dans mon équipe le savent. J'attends le buzzer. Donc tout est ouvert. Bien sûr, tout est ouvert. Non, mais vous pourriez vous présenter aux législatives à Vitré. Entre les deux tours. Vous ne répondrez pas à la question. Pour en effet arriver en tête. Et je rappelle qu'il y aura aussi un rendez-vous le 2 juillet. Merci beaucoup Isabelle Le Callennec. Voilà, le gong a sonné, vous pouvez rejoindre votre place sur le plateau central. Merci. Nous vont avec un nouveau thème, celui du rôle de la région dans le développement économique, avec une illustration en ce moment même dans l'actualité. Oui, la direction de Renault qui a annoncé au mois de mars sa volonté de se séparer de la fonderie de Bretagne, fonderie qu'elle possédait depuis 2009, une usine spécialisée dans la production de pièces pour l'industrie automobile à Codan. Alors, colère et incompréhension des 320 salariés qui travaillent sur un outil industriel qui est quasi neuf puisqu'il a été reconstruit après un incendie il y a 2 ans. Et après 8 semaines de grève, ils auraient dû reprendre le travail lundi, mais pour l'instant, ils attendent les consignes de la direction. Leur délégué syndical CGT, Maël Le Goff, vous adresse à tous une question. Après 8 semaines de lutte, où beaucoup de pouvoirs publics sont venus nous rencontrer sur le parking, et plus de 8 millions d'euros d'investissement en l'espace de 10 ans sur notre outil de production, Renault annonce vouloir se séparer de nous et délocaliser notre production. Que comptez-vous faire et quelle puissance avez-vous face au groupe Renault? Thierry Burlot, Codan, la fonderie de Bretagne, c'est une entreprise privée. Quels sont les moyens d'action de la région pour sauver cette entreprise? Écoutez, la région a déjà soutenu cette entreprise. 1 600 000 euros. Voilà, donc, donc aujourd'hui, ce qui est malheureux dans cette affaire, c'est que suite à l'incendie, il y a eu une délocalisation de la production qui n'est pas revenue ensuite en France. Et je crois que malheureusement, ces grands groupes industriels tirent sur la main-d'œuvre et sur l'emploi en Bretagne. Alors qu'est-ce que la région peut faire concrètement? Écoutez, il va falloir accompagner, d'abord penser aux salariés, parce qu'évidemment, on est tous un peu effondrés par de tels plans sociaux. Mais moi, je pense que notre région doit accompagner, et notamment accompagner la transition automobile. Parce que la transition automobile, elle va avoir lieu. Donc c'est comment aujourd'hui, à travers ces outils de production, et le président de la République a rappelé l'importance d'avoir des productions ici en France, il faut que la Bretagne prenne toute sa place dans cette réindustrialisation de la France. Loïc Chenet-Girard, 1,6 million à fond perdu si la fonderie de Codan disparaît? Moi, je ne détaille pas sur le dossier. On n'est pas encore dans l'accompagnement en disant c'est terminé. Je rappelle que l'État met des milliards pour sauver Renault et l'État doit agir pour que, ici, à Codan, en Bretagne, nous ayons de l'emploi. Et on veut transformer cette fonderie pour intégrer de la fonderie aluminium, qui est beaucoup plus embarquée sur les véhicules électriques que la fonderie fonte. Cette fonderie fonte doit rester aussi. Profiter de la compétence extraordinaire des femmes et des hommes qui se battent depuis 8 semaines.
Et effectivement, Maël Le Goff, que j'ai régulièrement au téléphone ou que je rencontre régulièrement, a un courage considérable avec les hommes et les femmes qui l'accompagnent, les ouvriers, les ouvrières qui l'accompagnent, parce qu'ils vivent douloureusement la période. Et ils ne peuvent pas comprendre qu'à la télé, on dise « vous inquiétez pas, l'industrie revient, l'autonomie, la souveraineté industrielle, c'est demain, ça arrive », et que quand Renault dit « je pars en Turquie, je pars au Brésil, je pars au Maroc », on laisse Renault faire. Il faut agir. Et avec Fabrice Loher, le maire de Lorient, on redemande sans cesse au gouvernement de faire en sorte que Renault engage cette transition. Même si c'est plus Renault demain à la tête, la transition doit être engagée avec Renault et on est prêt à y contribuer financièrement pour les études. On l'a dit et on l'assume. Gilles Pénel, c'est à l'État d'agir ou oui, c'est à l'État. C'est à l'État. Malheureusement, la région a peu de leviers, à part faire peut-être comme M. Chéné-Girard, beaucoup de communication sur les réseaux de communication de la région payés par les contribuables bretons et français. C'est à l'État, effectivement, parce que Renault a touché beaucoup d'argent des contribuables. Et c'est à l'État, moi si j'étais président de région dans quelques jours, j'exigerais de l'État de prendre ses responsabilités vis-à-vis de Renault. J'en profite pour dire qu'il faut que la Bretagne reste absolument une terre d'industrie, une terre d'automobile. Et je voudrais signaler à propos de la fonderie une contradiction de certains. Tout le monde soutient les salariés, mais dans le même temps, certains ont une politique anti-voiture. On ne peut pas à la fois taper sur la voiture et soutenir les salariés de la fonderie. C'est les voitures électriques. Moi, je souhaite que la Bretagne reste une terre d'automobile. Elle est une terre de vélo avec le Tour de France, qu'elle soit une terre d'automobile, parce qu'il faut être derrière ses salariés et c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Mais je le dis, M. Macron a l'air de se désintéresser de ce dossier. Cette remarque de Gilles Pénel ? Je ne me sens jamais visée par les caricatures de M. Pénel. Par contre, la question qui se pose aujourd'hui, c'est une question réelle. La région, elle doit être auprès des salariés, elle doit être auprès des équipes pour accompagner la situation dans laquelle on est et le rapport de force qui doit être mené avec l'État pour maintenir cet outil industriel. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas une défenseuse de la voiture. Alors qu'est-ce qu'on fait de cette usine ? Alors, je ne suis pas une défenseuse de la voiture, mais il se trouve que je vis dans une zone rurale, que mon quotidien sans voiture, c'est pas de mobilité. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on doit proposer des alternatives, on doit amener autre chose que la voiture individuelle, mais par contre, effectivement, aujourd'hui, on a un fleuron industriel, on a une usine qui est neuve, on a une compétence, un savoir-faire qui est indispensable. Vous mettez aussi de l'argent sur la table pour sauver l'usine ? Non seulement il faut mettre... alors, l'argent aujourd'hui, l'enjeu, c'est plutôt celui de la négociation avec Renault que celui du court terme. Le court terme, c'est l'accompagnement des salariés s'il y a besoin, mais clairement, on a besoin d'avoir un rapport de force avec Renault qui a bénéficié des fonds. On parlait des fonds de relance, mais le CICE avant. Je veux dire, aujourd'hui, on a des millions d'euros d'argent public qui vont dans ces grands groupes et on n'a pas de garantie sur l'emploi en contrepartie, ça n'est pas possible. Et en plus, on perd des outils qui nous serviront pour la transition. Ces outils industriels, on en a besoin pour l'économie de demain. Il faut les conserver en Bretagne, il faut les conserver dans nos territoires. La responsabilité de Renault, elle est énorme, marché, énorme, et moi je soutiens ce qui vient d'être dit sur la nécessité de demander effectivement à Renault des contreparties. L'automobile va souffrir et principalement les sous-équipements ici en Bretagne. Moi, je crois qu'il faut aussi démontrer que la Bretagne est à côté de ces entreprises. On ne peut pas demander tout à l'État. C'est-à-dire que si on se retourne vers l'État et que nous, on ne fait aucun effort, on va nous dire... Donc voilà, je pense que c'est important d'être à côté des salariés. Moi, j'ai eu une expérience à Vitré, c'est Mitsubishi. C'était 1000 salariés, ils sont partis du jour au lendemain. L'entreprise a fermé. Vous vous retrouvez avec 1000 salariés. Donc on sait ce que c'est quand on est élu sur un territoire industriel. Moi, j'y tiens aussi beaucoup à l'industrie en Bretagne, ce que c'est de travailler avec les salariés. Donc oui, il faut regarder ce qu'on peut produire dans cette usine dont vous avez rappelé qu'elle était neuve. Et oui, il faut accompagner les salariés dans la transition. Ça a été dit. Oui, bien sûr. Ça a été dit par vous-même. Je vais reprendre vos propos puisque je veux rendre à César ce qui est à César. Ce qui s'est passé à Lannion. À Lannion, il y a eu des fermetures d'entreprises et aujourd'hui, les emplois ont été reconstitués. On a même des difficultés à trouver des salariés. Et le principal problème aujourd'hui en Bretagne, ça va être justement de trouver les salariés pour les entreprises qui se développent, qui créent des nouveaux métiers, qui ont des nouveaux marchés. Donc oui, une entreprise, c'est pas doué d'immortalité. Ça se crée, ça vit, ça meurt. Mais là, en l'occurrence, on n'est pas au bout de l'histoire parce qu'on peut encore aller défendre. On ne peut surtout pas les abandonner. Thierry Burlot, sur Nokia et sur Lannion, effectivement, vous pensez que ça peut être un modèle pour ce qui peut se passer à Caudan ? Moi, ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, la Bretagne, franchement, elle est en capacité d'assurer le plein emploi. Et aujourd'hui, après avoir parcouru cette campagne, ce qu'on entend de la part des chefs d'entreprise, c'est qu'ils nous disent « aidez-nous à trouver du logement et de la formation ».
Et c'est plutôt encourageant. Et partout, on cherche des maçons, des peintres, des ingénieurs. Enfin, je veux dire, la Bretagne est aujourd'hui vraiment en capacité de réaliser cela. Donc, à nous, région, d'accompagner les chefs d'entreprise dans ces domaines. Notamment avec la formation. Je vais vous inviter, puisque vous aviez la parole, à rejoindre Robin Durand pour une interview sans détour. Bonjour Thierry Burlot. Bonjour. 62 ans, originaire de Pléguien dans les Côtes-d'Armor. C'est dans cette petite commune que vous avez attrapé le virus de la politique et que vous avez été maire. Vous avez un mentor, Jean-Yves Le Drian, une fibre, l'écologie, et une qualité qui pourrait être un défaut. Thierry Burlot serait l'homme qui ne sait pas dire non. C'est justement ce trait qu'a voulu accentuer notre dessinateur Loïc Schwartz. Une fois de président région, Thierry Burlot, est-ce que vous serez en capacité de dire non à l'État, non à l'Élysée, non à Matignon, non à la majorité présidentielle que vous représentez? Mais vous savez, s'il suffisait de dire oui ou non, les choses seraient assez simples finalement. Moi, pour avoir vécu ce dossier de l'eau en Bretagne, je sais qu'aujourd'hui, si on disait oui aux agriculteurs et non à Eau et Rivière, ou l'inverse, on n'aboutirait à rien. Donc il faut dire aux agriculteurs et à Eau et Rivière, vous voulez qu'on trouve un compromis, vous voulez qu'on avance ensemble? Eh bien allons-y. Créons cet espace de compromis pour collectivement avancer pour la Bretagne. Et ça a toujours été comme ça que j'ai conçu la politique. Est-ce que vous avez déjà identifié des dossiers où il faudra aller au charbon, face à l'État, par exemple, au gouvernement? Bah oui, oui. Il y a un dossier qui m'inquiète particulièrement, c'est celui de la Brittany Ferries. Parce que quand je vois les pertes accumulées, quand je vois ce fleuron de la Bretagne, quand je vois les emplois... Charbon, quitte à être en contradiction avec l'État et le gouvernement, un rapport de force. Je parle de dossier. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vois ce dossier parce qu'il est d'importance pour la région. Et la Bretagne, en plus, a une responsabilité particulière compte tenu du Brexit. Mais j'en vois un deuxième, celui de la régionalisation de la PAC. Aujourd'hui, la Cour des comptes, la Chambre régionale des comptes ont rendu 2 rapports sur la question des algues vertes. Les 2 rapports disent la même chose. Il faut concilier économie et écologie. La régionalisation est un outil. Beaucoup reconnaissent votre sens du dialogue, votre capacité à débattre, à rassembler. Mais est-ce que le gentil Thierry Burlot sait mordre aussi? Parce que gouverner, c'est quelquefois trancher, c'est quelquefois diviser, c'est quelquefois avoir des ennemis. Bah écoutez, moi je suis élu depuis 1983. J'étais maire de ma commune, président de la communauté de communes pendant 17 ans. J'étais président du pays de Guingamp. J'ai toujours fait j'ai toujours su travailler avec les uns et les autres. Et je pense qu'on a décidé. Moi, j'étais dans un territoire où, c'est vrai qu'on était très pauvres. Donc, on n'avait pas grand-chose à partager. Mais en tout cas, on a su faire ensemble de la politique et construire des projets. Et c'est ça qui m'intéresse. On voit que sur le fond, vous êtes plutôt d'accord avec Loïc Chénez-Girard. Ça coince sur la forme. C'est aujourd'hui une histoire de personne entre vous deux? Non, je crois sincèrement. D'abord, j'ai fait partie de cette majorité sortante. Et je suis assez fier du bilan de cette majorité. Ça ne connecte plus, là. Apparemment, vous ne vous écoutez plus. Le divorce est consommé. Oui, le divorce est consommé parce que tout simplement, on a une autre manière de voir les choses. Donc pour le 3e tour, il n'y aura pas d'alliance, de fusion de toute façon, nous, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, le projet de rassemblement qu'on pose pour la Bretagne est le seul rassemblement qui peut faire gagner. Donc moi, je suis convaincu qu'on va aller au bout. Tout le monde est convaincu de gagner. Et je suis convaincu aussi d'une chose, c'est qu'au 3e tour, de toute façon, il faudra qu'on travaille les uns avec les autres. Et moi je sens que ce rassemblement, nous, la Bretagne, c'est peut-être le meilleur rassemblement pour rassembler. Je voudrais qu'on regarde une photo. Jean-Yves Le Drian. En 2017, plutôt que vous, il choisit Loïc Chénez-Girard pour lui succéder à la présidence de la région. Aujourd'hui, vous êtes candidat à la majorité présidentielle. Il n'a toujours pas donné de consigne de vote. Il ne vous aura rien épargné? Non, sans doute pas, mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que je crois qu'aujourd'hui, ce vote n'appartient plus à Jean-Yves Le Drian, mais appartient aux Bretonnes et aux Bretons. Vous êtes tête de liste, mais en 5e position sur la liste Nous la Bretagne dans les Côtes-d'Armor. Au vu des résultats du premier tour, il y a de grandes chances que vous ne soyez pas élu dimanche prochain. Après, ce sera fini la politique, si c'est le cas? Bah écoutez, d'abord, ça montre bien que cette affaire, pour moi, n'est pas une affaire personnelle. Parce que sinon, je me serais mis, évidemment, en tête de liste départementale. Donc voilà, moi, j'y vais pour gagner. Donc si on gagne, c'est très bien. Et si vous perdez? Et je le souhaite très sincèrement. Bah attendez, il y a autre chose dans la vie. Hein. Et je ferai autre chose. Vous inquiétez pas. Moi, le milieu associatif me plaît beaucoup. L'humanitaire me plaît beaucoup. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'attention vis-à-vis des plus humbles. Donc je continuerai dans ce sens. Merci beaucoup Thierry Burlot. Vous pouvez regagner votre place sur la table centrale.
Voilà, le gong retentit. Je vous propose de maintenant passer à notre dernier thème. Vous avez été plusieurs au cours de la campagne à réclamer davantage d'autonomie pour la Bretagne, à vouloir que la région puisse reprendre la main sur certains dossiers et être même un territoire d'expérimentation. Kofi Amyan, ancien ministre de François Mitterrand, ancien maire aussi du Finistère, a signé le 17 juin dans le Télégramme une tribune sur ce sujet. Il dénonce la future loi 4D, différenciation, décentralisation, déconcentration, décomplexification. Et voilà, nous le citons dans cette tribune, l'égalité des Français devant la loi sera rompue, tous les principes républicains seront affaiblis. Avec cette réforme, les compétences de chaque collectivité seront différentes à chaque frontière administrative. Thierry Burlot, vous demandez entre autres la régionalisation de la PAC. Vous comprenez l'inquiétude de Kofi Amyan qui craint une rupture d'égalité entre les Français ? Oui, je la comprends. Et je pense que notre région a des spécificités. D'abord, sa périphéricité. Qui nous pénalise un petit peu quand même. Hein. Et si on prend la question de l'écotaxe, par exemple, c'est évident qu'on ne peut pas regarder cette chose-là de la même façon que d'autres régions de France. Mais en tout cas, moi, je plaide pour deux choses. D'abord, l'Assemblée de Bretagne. Et ça, je pense que c'est important au moment où on vit une crise démocratique profonde. Il faut retrouver du sens avec nos concitoyens. Et je pense que l'abstention qu'on a vécue dimanche, c'est avant tout l'incompréhension des Bretons et des Bretonnes face aux compétences régionales et départementales. Donc l'Assemblée unique de Bretagne, c'est un beau sujet qu'il faut qu'on travaille avec les départements et d'ailleurs avec l'ensemble des collectivités. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est la question des moyens et des compétences régionales. Aujourd'hui, faut bien reconnaître que nos régions ont peu de moyens. Je vous rappelle que l'autonomie fiscale de la région, c'est l'augmentation de la TIPP ou des cartes grises. Ce qui veut dire qu'elle est quasiment nulle. Taxe sur les produits pétroliers. Au-delà de ça, on attend beaucoup de la région. Sur des questions de santé, sur les questions d'aménagement du territoire, sur les questions de transport. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on n'a pas les moyens. Donc moi, j'ai bien peur que la loi 4D ne soit pas à la hauteur des enjeux qui sont posés pour les régions. Vous pensez que ce n'est pas suffisant ? Loïc Chéné-Girard, pour le plan de relance, vous avez fait des pieds et des mains pour essayer d'avoir davantage de dossiers traités en Bretagne, et depuis de la Bretagne et non de Paris. Vous l'avez répété, moins de Paris, plus de Bretagne. Mais est-ce que vous comprenez quand même l'inquiétude de Kofi Amyan qui est socialiste comme vous, et qui a peur justement de cette rupture d'égalité ? Et je la comprends parfaitement, puisque je suis pour que effectivement tous les Français soient dans la République avec une égalité de droit. Comment on peut avoir une Bretagne avec plus d'autonomie et une égalité avec le territoire ? Accepter, encore une fois, de constater qu'aujourd'hui l'égalité n'existe pas, parce que quand la même loi s'applique exactement partout de la même manière, à Ouessant, à Rennes, à Brest ou à Lannion, on voit bien qu'il y a un problème. Et donc il faut adapter les dispositifs. Et moi je propose de le faire sous l'autorité de l'Assemblée nationale, sous l'autorité des parlementaires, mais qu'on nous donne la capacité d'agir, de décider. Regardez l'histoire des plages l'année dernière. Que ce soit à Paris qu'on décide quelle plage on ouvre ou pas, c'est une aberration. Qu'on soit obligé d'aller demander dans les ministères les plans de relance dans le domaine de l'agriculture ou dans le domaine de l'économie. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'agriculteurs qui ne comprennent pas. Il y a des dossiers qui sont acceptés, d'autres qui ne le sont pas. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Il faut transférer les décisions dans les territoires, il faut plus de moyens dans les territoires, et ça fera voter les gens. Parce que si nous avons la capacité à faire, les citoyens regarderont différemment les collectivités. Claire Desmarres-Poirier, plus d'autonomie pour la Bretagne ? Définitivement, c'est l'essence de notre projet politique, autonomie, écologie et solidarité. De retour des baronnies, par exemple ? Ça n'est pas la question. On ne peut pas. L'inverse de la baronnie, c'est quoi ? Aujourd'hui, c'est que c'est Paris qui décide pour la Bretagne. Je mène une liste d'hommes et de femmes qui sont convaincus, qui sont intimement convaincus par le fédéralisme, qui l'incarnent dans leur manière de faire de la politique au quotidien. J'invite les Bretonnes et les Bretons à regarder les noms qui sont sur ces listes, les parcours de vie. Vraiment, c'est notre manière de vivre la politique au quotidien dont il est question. Attendre de Paris des décisions, attendre des autres, alors que la réalité de notre territoire doit déterminer nos décisions politiques. Au niveau de l'équité du temps de parole, vous êtes au-delà. Gilles Pénel, vous êtes contre le principe de la collectivité unique et pourtant, les uns et les autres le parlaient, l'Assemblée corse, qui a donc ce statut déjà de collectivité unique, c'est dans cette Assemblée qui a eu le plus de votants et le plus de participation aux élections, 56%. C'est l'engagement des citoyens. Non, vous avez fait une petite erreur. Je ne suis pas contre l'Assemblée unique. Contre la disparition des départements. Je ne veux pas qu'elle ait d'adaptation de la loi. Donc je suis totalement attaché à l'égalité des citoyens sur l'ensemble du territoire de la République. Donc je suis effectivement contre cette différenciation. Par contre, je pense que l'État doit garder ses fonctions régaliennes. La sécurité,
le maintien de notre tranquillité, le contrôle des frontières migratoires, mais qu'on doit aussi respecter l'identité de chaque région. Alors, le département, moi je suis pour qu'il subsiste, mais comme entité administrative de l'autorité de l'État et du préfet. Par contre, il faut effectivement simplifier. Moi, par exemple, les collèges qui sont aujourd'hui au conseil départemental, moi je ne vois aucun inconvénient qu'ils soient transférés à la région. Mais surtout, en gardant ce principe d'égalité républicaine sur le territoire, parce que sinon, c'est le retour des baronnies, on sera mieux soigné à un endroit qu'à un autre, et ça, je ne le veux pas. Isabelle Le Callennec, l'Assemblée unique alsacienne vous inspire? Oui, bien sûr. Nous sommes allés avec Marc Le Fur en Alsace voir comment ils avaient réussi finalement en travaillant, puisqu'ils ont rejeté ces grandes régions qui ont été dessinées sur un coin de table par François Hollande il y a quelques années déjà. Moi, je crois à cette Assemblée unique de Bretagne. Je souhaite que nous travaillions ensemble à la réunification de la Bretagne avec la Loire-Atlantique, dès lors qu'on aura demandé bien sûr aux habitants de Loire-Atlantique ce qu'ils en pensent. J'espère qu'on tiendra compte de leur avis, parce qu'a priori, ils y sont favorables. J'ai déjà réfléchi à une vice-présidente qui s'occuperait de ça, puisque lorsque on avance ce genre d'engagement, il faut donner des moyens pour le faire. Je veux rassurer M. Kofi Annan, en fait, cette loi 4D, c'est une loi d'affichage. Moi, je suis pour la décentralisation. Je suis pour la différenciation. C'est bien la raison pour laquelle j'ai des régionalistes sur ma liste. Ils ne sont pas autonomistes, ils sont régionalistes. Oui, la Bretagne est singulière. Merci et oui, beaucoup, nous devons aller Isabelle nous Le battre pour la Bretagne, à Paris et à Bruxelles. J'invite votre voisin, Loïc Chenet-Girard, à rejoindre Robin Durand pour une interview sans détour. Bonjour Loïc Chenet-Girard, 44 ans, né à Lannion, une adolescence près de Rennes, à Liffré, commune dont vous avez été maire, banquier de formation, choisi en 2017 par Jean-Yves Le Drian pour le remplacer à la présidence de la région. Vous n'avez jamais cessé de revendiquer son amitié, son héritage et sa filiation politique. Regardez le dessin, on ne parle pas de Jean-Yves Le Drian, mais de François Hollande, parce que la comparaison est de plus en plus évidente, paraît-il. Ouais. Il y a un article de presse qui titrait il y a quelques jours, Loïc Chenet-Girard, le président normal. Vous aimez aussi manier l'humour, vous êtes plutôt affable. Vous aimez aussi la synthèse, le concept, les usines et l'écologie. En revanche, avec les appareils politiques, c'est plus trop ça. Vous avez fait un bras d'honneur au Parti Socialiste dimanche soir. Moi, j'avais un parti, je ne lui appartiens pas. Non, mais donc, voilà, il était convenu qu'il y aurait une alliance avec Europe Écologie et Verts. De quoi? C'est pas Paris qui décide. On est en Bretagne. Et moi, en Bretagne, je fais. Mais vous n'avez pas tué le père. Ma cohérence, ma fiabilité. Vous n'avez pas tué le père, vous n'avez pas franchi la ligne rouge. Vous avez laissé les Verts à la porte. Mais ce n'était pas le sujet du tout. Le sujet, c'était de voir si on pouvait travailler ensemble. On n'a pas réussi. Dont acte en 24 heures ou en 5 heures ou en 6 heures, c'est pas possible. Moi, j'ai constance, fiabilité en tête. Et les Bretonnes et les Bretons, ils veulent ça. Surtout quand il y a de l'abstention, beaucoup. Il ne faut pas faire de l'arithmétique, il faut faire de la politique. Et moi, je propose un projet. J'ai une fierté, c'est d'être président de cette région. Je veux y donner toute mon énergie pour les années qui viennent. Alors, vous restez sourd aux appels à la réconciliation de Thierry Borloo. Vous ne pouvez pas sortir du bateau et rentrer dans le bateau. Je pose ma question. Vous êtes rancunier? Non, je ne suis pas rancunier. Je suis droit et clair. Quand on louvoie, quand on ment à son président... On n'a pas le droit à une deuxième chance? Quand on louvoie, quand on ment à son président, quand on prépare une campagne dans son dos en restant vice-président, et à un moment donné, c'est inacceptable. Donc, on décide, on sort, et après, quand on veut revenir, c'est plus compliqué. Bah oui, c'est plus compliqué. C'est la réalité politique. Le reste, ça agace tout le monde, ça fragilise la République, et ça fatigue les Français. On va regarder une photo. Vous reconnaissez cette femme, Martine Aubry, membre éminent du Parti Socialiste, qui a dit un jour, il y a quelques années, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Vous ne pouvez pas écarter l'hypothèse d'un troisième tour pour ces élections régionales. Pour avoir la majorité dimanche prochain, il faut atteindre les 33%. Ce n'est pas gagné. Il y aura sans doute un troisième tour le 2 juillet. On ne sait toujours pas qui seront vos partenaires naturels. À quel moment j'ai été flou dans cette campagne? À quel moment? On m'a collé sur le dos pendant toutes les semaines de la campagne des accords secrets. Des accords secrets, des accords secrets. Tout le temps, j'ai répété aux journalistes, à mes concurrents, que je n'avais pas d'accord secret et que j'avançais droit dans mes bottes face aux Bretonnes et aux Bretons avec l'ambition qui est la mienne. Et donc, je serai pour expliquer aux téléspectateurs, je serai largement majoritaire. Pour expliquer aux téléspectateurs, s'il y a un troisième tour, il faudra composer des majorités. Quand vous voyez l'échiquier politique aujourd'hui au niveau des élections régionales, qui sont vos partenaires naturels? Les écologistes, les centristes? J'aurai une majorité. Vous savez, les Bretonnes et les Bretons, ils ont fait un premier choix, c'est de me mettre en tête au premier tour. 5 points d'avance, c'est considérable. Beaucoup d'abstention, mais 5 points d'avance. Ce que je leur demande, c'est de continuer à me faire confiance. C'est de me donner de l'énergie, de me donner de la force, de me donner l'enthousiasme pour continuer à servir la Bretagne, les Bretonnes, les Bretons, tous les territoires
les campagnes comme les villes. C'est ça ma passion, c'est de servir ce territoire. Et j'aurai cette majorité, elle sera large. Et avec mon équipe, avec mon concentré de Bretagne, nous assumerons les responsabilités. Allez, on va boucler la boucle, comme on dit, avec une dernière comparaison avec François Hollande. En 2017, président sortant, il a finalement renoncé à une deuxième candidature à la présidentielle parce qu'il voyait que c'était une impasse pour la gauche. Est-ce que vous, dimanche soir, si vous n'obtenez pas les fameux 33%, vous accepterez de vous retirer pour faire en sorte qu'il y ait une majorité qui se recompose autour d'une autre personne? Est-ce que vous avez comme lui le sens du sacrifice? J'ai largement le sens du sacrifice. Écoutez, toutes ces années, je l'ai un peu prouvé. L'énergie que j'ai donnée, les crises que j'ai traversées, entre le Covid, les difficultés politiques, les crises économiques qu'on a vécues sur le territoire, j'ai donné et j'ai pris ma part. Et j'aime ça. J'aime servir. J'aime servir la Bretagne. Et j'aurai une majorité. J'aurai une majorité. Et je peux vous dire que les Bretonnes et les Bretons, ils méritent cela. Ils méritent qu'on s'engage avec toute l'énergie de tous les jours. Dernière question. Vous êtes un homme libre? Oui, écoutez, je l'ai prouvé tout au long de cette campagne. Assez libre pour voter une deuxième fois à l'élection présidentielle pour Emmanuel Macron? Mais nous verrons ce qui se passera. Qui sera au deuxième tour? Nous verrons comment les choses vont s'organiser. Attendez, là nous parlons des régionales. Ne mélangeons pas tout. Je l'ai toujours dit, il faut travailler dossier après dossier. Nous sommes sur les régionales, nous devons parler aux Bretonnes et aux Bretons. Ils doivent faire un choix. Moi, je suis de gauche. J'assume que nous avons encore beaucoup de choses à faire pour le progrès social. J'assume que nous avons beaucoup de choses à faire pour les plus fragiles, pour les plus modestes, tous ceux qui ont des accidents de la vie. Et nous verrons ce qui va se passer. Si c'est face à Marine Le Pen, bien entendu, attendez, à un moment donné, prenons nos responsabilités. J'ai un combat. Le combat, c'est aussi contre l'extrême droite. Et j'affirme mes valeurs pour la Bretagne. Merci beaucoup, Loïc Chégard. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci à Robin. Merci à Laetitia pour cette collaboration au fil des débats. Prochain rendez-vous dimanche soir à partir de 19h55 pour vivre en direct cette soirée électorale qui promet d'être pleine de suspense. À suivre aussi la fin de la campagne sur nos sites internet et dans nos éditions d'information. D'ailleurs, il est tout de suite, dans un instant après la météo, l'heure de votre journal régional avec Éric Pinault. Très belle soirée.